Donc, nous nous retrouvons ce soir pour cette 27e émission, émission des Rendez-vous du Futur, émission très spéciale. Vous avez peut-être assisté au Third First, qui a eu lieu juste avant, ici, toujours en direct et en public au Cube. Vous êtes toujours confortablement installés, tant mieux. Vous pouvez toujours poser des questions sur le chat, mais aussi sur Twitter, #RDVF. Vous pouvez toujours faire voir ce que vous entendez et faire entendre ce que vous voyez, toujours sur Twitter, sur le #RDVF. Vous aussi, dans le public, ici au Cube, vous pouvez. Nous allons passer encore une bonne heure ensemble. Une émission avec plein de surprises, une émission avec deux invités, une émission où, une fois n'est pas coutume, je vais la faire à l'envers, en fait. Voilà, c'est encore une nouvelle expérience. On va faire une émission inversée. On parle de classe inversée, notamment dans Tsunami numérique, le livre que je présentais tout à l'heure. On parlait de classe inversée. Et là, on va parler d'émission inversée. Et pourquoi pas, après tout. Donc, permettez-moi de vous faire la petite annonce qu'on fait en fin d'émission d'habitude. Le 24 septembre, nous vous proposons un rendez-vous du futur spécial de classe mondiale avec Jérémy Rifkin. Ce sera en direct, ce sera en public, ce sera formidable, ce sera un événement, mais ce sera pour nous la deuxième émission déjà avec lui. Cédric Villani, le mathématicien génial français, sera le suivant en octobre. Voilà, j'ai fait mes annonces de fin d'émission au début. Donc c'est une émission spéciale. Et une émission spéciale pourquoi ? Parce que déjà, elle a lieu dans le cadre de Futur en scène, parce que nous recevrons deux invités l'un après l'autre, et deux invités qui nous sont chers particulièrement, et vous allez évidemment comprendre. Spécial parce que j'ai bien l'impression qu'on va avoir du mal à éviter le vouvoiement, et qu'on va très rapidement passer au tutoiement. N'en déplaise à personne. Et spécial parce que nous avons décidé de tout inverser et donc d'inviter nos animateurs. Et donc c'est pour ça que nous allons faire donc une émission avec Nils Aziosmanov ce soir. Je suis très heureux. Il n'est plus à ma droite, mais il est à ma gauche ce soir. Et j'ai plus qu'à laisser Cyrielle Flosy vous le présenter parce que vous pensez le connaître, mais en fait vous ne le connaissez pas. Cyrielle. Nils Aziosmanov est un crapaud fou du XXIe siècle. La théorie du crapaud fou a été élaborée par Pierre Delacote, que Nils connaît bien. La métaphore raconte l'histoire d'un groupe de crapauds qui migrent chaque année jusqu'à la mare. Tous empruntent le même chemin, sauf un. Au cours de son périple, le groupe traverse une autoroute ne laissant aucun survivant. Seul le crapaud fou, finalement, parvient à la mare. Le crapaud fou permet à son espèce de perdurer quand il choisit d'explorer un nouveau chemin, de se lancer dans une nouvelle aventure, d'innover. L'histoire humaine a connu d'innombrables crapauds fous, Christophe Colomb, Léonard de Vinci, Newton, pour ne citer que les plus célèbres. Et en ne suivant pas la direction commune, ils ont ouvert de nouvelles voies. Nils est à sa manière un crapaud fou. Alors que la société préfère les parcours tracés, lui a choisi tout d'abord de vivre de sa passion, le jazz. Musicien, il a écumé les salles de concert et joué avec les plus grands. Il a enseigné aussi la guitare et partagé son expérience en tant que directeur du Conservatoire de musique et de danse de Jouy-en-Josas. Très tôt, dans les années 80, il découvre la musique assistée par ordinateur. Sa curiosité l'amène alors à explorer cette nouvelle voie qui le conduit jusqu'à l'art numérique. Il crée en 1988 l'association Art 3000, une association pionnière en France dans le domaine des arts et des technologies. De projet en projet, Nils Aziosmanov fonde en 2001 le Cube, le centre de création numérique qui contribue depuis à l'émergence de cette forme artistique. En quête perpétuelle de nouveautés, chercheur et diffuseur d'innovation, il a créé Navidis, une entreprise spécialisée dans les solutions numériques dédiées à la Smart City. Artiste, professeur, chef d'entreprise, révélateur de talent, le crapaud fou explore toutes les pistes. Il repousse les frontières du réel pour améliorer le quotidien et éclairer la société de demain. C'est sans doute pourquoi Nils Aziosmanov se plaît tant à répéter que la limite du numérique, c'est l'imaginaire. Merci beaucoup Cyrielle. Une petite réaction, Nils, crapaud ? Déjà, ça me touche beaucoup, merci. Et puis, je suis très content, effectivement, d'être associé à la confrérie des crapauds fous, dont je revendique effectivement cette place.
Je suis très content aussi d'être de l'autre côté de la table. Là, ça me fait rare. tout drôle. Hein. Et j'en profite pour dire que quel bonheur, quelle joie de voir cette émission pousser, grandir. Et cela grâce à Éloi au départ qui est arrivé avec ce magnifique projet. Et puis tout ce qui s'est structuré, toutes les énergies qui sont venues s'agréger autour de ce beau projet. Quelle joie d'entendre à l'instant que Jérémy Rifkin vient pour la deuxième fois parler dans le micro. Et donc, moi, je suis super content à la fois de vivre cette aventure en tant qu'animateur, comme tu le soulignais, et puis très exceptionnellement d'être de l'autre côté de la table. Ça me fait très plaisir aussi, évidemment. Et puis, un petit mot aussi sur le First. Quel plaisir tout à l'heure, quelle joie d'entendre ce projet qui a quand même eu une moisson de récompenses absolument incroyable ce week-end, il faut le dire. Et ma foi, c'était absolument justifié. C'est un projet qui est juste magnifique. Magnifique parce qu'il est à la fois extrêmement simple dans sa forme, dans ce qu'il montre, dans ce qu'il propose, et à la fois, il porte en lui toute la complexité les entrailles, je dirais, de la complexité numérique, parce que faire des histoires combinatoires génératives, c'est pas donné à tout le monde non plus. Et d'ailleurs, vous avez oublié de signaler que Science et Avenir l'a classé dans les 7 innovations géniales à voir absolument. Ce qui est quand même pas rien, Science et Avenir. Voilà, donc quel plaisir d'avoir assisté à ce First avec ce magnifique projet dans lequel le Cube a contribué, et j'en suis très fier. Et puis, une fois de plus, de cette émission qui prend tout doucement, on est 27e, hein, c'est ça 27e, ouais. Mais qui prend son envol. Je me rappelle la première, quand on a démarré, c'était avec Joël Dornay, notre parrain, que je salue, que je remercie à nouveau, et avec tout de suite derrière Claudie Aigneret, Jacques Attali, et puis on a enchaîné comme ça tout un tas d'intervenants. C'est juste une très belle aventure. Tu me connais, tu sais que j'aime bien avoir certains privilèges. Et là, j'ai donc le privilège de la toute première question. C'est une question que j'ai piquée à Marianne, d'ailleurs. Quelle question tu aimerais que je te pose maintenant ? Toi qui es habituellement poseur de questions, toi qui es intervieweur, une qui soit habituellement dans l'angle mort des interviews que tu mènes ici. Je ne te demande pas forcément de répondre maintenant. Tu peux te la mettre en toile de fond et je te la reposerai tout à l'heure. Et puis, j'aimerais bien avoir ta petite réponse tout à l'heure. Il y a une question qu'on m'a souvent posée et que je me pose souvent, donc une question un peu personnelle pour le coup, hein, évidemment, qui est la question de pourquoi à ce point je me suis toujours intéressé au futur plus qu'au passé. Alors on ne va pas faire de la psychanalyse, je ne vais pas m'allonger, pas raconter ma vie, mais il y a des raisons tout à fait objectives à ça. Oui, comme chacun. C'est un peu pénible à cadrer après. Voilà. Mais et j'ai lu tout à l'heure dans le rapport que Véronique Anger a fait du Forum Changer d'air, il y a une citation de Doronet où il dit qu'il faut aimer le futur. On peut pas construire le futur si on ne l'aime pas. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important et que je ressens. Que je ressens vraiment très fortement, émotionnellement, je dirais, c'est cette idée que j'aime l'idée du futur. Alors après, je le répète, la psychanalyse peut expliquer pourquoi, mais et finalement, ça a été mon moteur toute ma vie, quoi. Alors, donc la question, c'est pourquoi, justement, je suis tourné vers le futur et que j'ai très très peu finalement, je me retourne très rarement, en arrière, quoi. Mais c'est compliqué d'aimer quelque chose qu'on ne connaît pas, pourtant. Le futur, aimer le futur, d'accord. Mais peut-être c'est l'effet de causalité des sages bouddhistes, c'est-à-dire que finalement le futur, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Et aimer le futur, c'est aimer ce qu'on fait maintenant, parce que sinon, on peut qu'aller vers un futur détestable. Donc c'est peut-être ça l'idée, c'est que finalement, aimer le futur, c'est être ici et maintenant pour construire le futur. Un petit jeu, je me tourne vers Jonathan, on va montrer quelques images. C'est donc le jeu des images. Des petites images que vous voyez. Alors... Là, c'est une première image. C'est dans le cadre d'un festival, je crois. Une petite réaction, quelques mots. Alors déjà, je ne comprends pas pourquoi il y a du scotch marron dessus, mais c'était une très belle affiche au départ. Ça doit être un truc enveloppé, mais donc le festival. C'est un projet secret. Voilà, c'est secret de fabrication. C'est un festival, donc le Cube a organisé plusieurs années de suite. Et qui aujourd'hui s'est transformé dans un autre événement qui s'appelle donc le Prix international de la création numérique. Mais le festival donc a fait son office pendant pas mal d'années. Et l'idée forte de ce festival, c'était d'installer l'art numérique dans l'espace urbain. C'est-à-dire
de désacraliser d'une certaine manière le côté un peu geek, high-tech, cadre plus qui s'intéresse au numérique, etc. On est quand même dans une ville où il y a beaucoup d'entreprises liées au numérique. Et l'idée, c'était de dire, nous, on veut aller au contact le plus direct de la population et on veut confronter ces œuvres au regard de tout le monde et pas que des initiés, etc. Et donc, c'était vraiment la rencontre avec le public dans toute sa diversité. Et d'ailleurs, on n'a pas fait que à Issy-les-Moulineaux, on a organisé des expositions un peu partout dans le monde, et notamment en Asie, des grosses expositions. Et c'est toujours un plaisir absolu de voir des scènes de la vie quotidienne dans ce type d'événement. Je vais en citer juste un. Par exemple, on avait installé une œuvre numérique générative comportementale, des termes un peu techniques, mais ça veut dire qu'en gros, vous étiez invité à danser avec un ballet de méduses virtuelles et que ça marchait très très bien, c'était magnifique. Et donc, les gens venaient comme ça, dans un écran géant, venaient se mettre à danser avec ces méduses. Et on a vu, par exemple, une petite mamie qui venait tous les matins après avoir fait ses courses et qui faisait le détour avec son cabas et sa baguette de pain et qui venait danser avec les méduses tous les matins. Ça, c'est des images juste géniales, quoi. Mesdemoiselles, je vous annonce que si Niels continue de répondre aussi densément, mais en même temps on voit ses paroles, vous n'aurez absolument pas de voix au chapitre, parce que j'ai encore d'autres images. Une autre image, Jonathan ? Je vais faire vite. Donc là, c'est une image qu'on m'a dit comme étant un déménagement. Alors ça doit être quand on a transformé complètement le cube en très peu de temps pour en faire un lieu d'exposition. C'est-à-dire qu'absolument tout le cube a été vidé, et il a été redesigné entièrement pour faire un lieu d'exposition. Et donc, ça a été une opération où toute l'équipe du Cube, à laquelle d'ailleurs je rends hommage, l'équipe du Cube, ça fait 14 ans qu'elle est sur le pont et qu'elle fait un travail absolument extraordinaire. Et là, en l'occurrence, elle a fait quelque chose qui était juste magique. Et ça a eu un succès absolument considérable. Il y avait la queue dans la rue pendant toute la semaine. Et je confirme sur la qualité et la rigueur du travail de cette équipe ici au Cube. En tout cas, nous, on a toujours été super bien accueillis et tout le monde s'est toujours mis en quatre pour bien nous accueillir et dans vraiment de très très bonnes conditions. Et parfois, c'est pas simple parce qu'on repousse toujours un petit peu l'expérimentation. Une autre image. Là, c'est l'image voilà, on en parlait tout à l'heure, tu en parlais. Le premier rendez-vous du futur, ici, au Cube, il y a 4 ans, avec notre parrain, Joël de René, que nous saluons donc. 3 petits mots en plus. Je me suis à moitié étouffé avec l'eau, mais on va y arriver. Excusez-moi. Donc Joël de René, première émission, avec Jean-Pierre Alix à gauche. Et c'était super, mais il faut que j'arrive à retrouver ma voix. Non, mais c'était super. Voilà, et ça fait 4 ans que ça dure. Parfait. Et une dernière image. Alors c'est un certain Philippe Catherine, donc c'est évidemment pas lui mais l'autre. Pourquoi ? Alors Philippe Catherine, ça c'est une de mes plus belles rencontres. C'est quelqu'un qui est véritablement un inspirateur dans tous les sens du terme. Philippe Catherine, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un musicien de jazz qui est un des plus brillants de sa génération sur le plan mondial. Et c'est quelqu'un qui a intégré à peu près toutes les origines musicales de la musique, on va dire, occidentale, mais aussi d'autres contrées. Et c'est quelqu'un qui a un talent fou, absolument fou. Il a joué avec Chet Baker, avec tous les plus grands. Et j'ai eu l'immense joie de jouer avec lui quand j'étais jeune musicien. Un jour, j'ai eu un coup de fil, je raconte l'anecdote très vite parce que c'est drôle. Un jour, je lui avais envoyé une cassette, avec, à l'époque c'était des cassettes, avec ce que je composais, comment je jouais et tout. Pas de réponse. Et donc, 6 mois après, j'étais très triste, enfin encore très triste 6 mois après de ne pas avoir eu de réponse. Et puis un jour, j'ai un coup de fil et j'étais sous ma douche. Donc je sors, je prends le téléphone et j'entends oui, c'est Philippe Catherine, est-ce que tu veux je suis à Paris, est-ce que tu veux me rejoindre à l'hôtel ? Prends ta guitare. Et moi j'ai répondu oui, je suis la reine Elisabeth, évidemment, je n'y croyais pas une seconde. Et il me dit si, je suis Philippe Catherine, viens. J'y étais, on a fait le bœuf pendant 1 heure dans sa chambre d'hôtel. Et je suis reparti, voilà, comme ça. On n'a quasiment pas parlé, on n'a fait que jouer. Et puis 1 mois plus tard, coup de fil, je suis à Paris, est-ce que tu veux venir avec ta guitare ? Et ça a été le début d'une magnifique rencontre qui a duré plusieurs années. Philippe Catherine. Marianne. Oui, on va plonger dans le futur, puisque revenons au futur. Nous sommes avec un spécialiste du futur. Un amoureux du futur. Un amoureux du futur. Et comme on m'a enseigné de toujours commencer par une citation de l'invité, ce sera ma seule longue question. On peut peut-être revenir sur cet enseignement. Qui t'a enseigné le Niels Asiosmanov en question.
Donc, je vais le citer pour commencer. Seule longue question, promis. Merci. Renouvelant des domaines aussi variés que l'habitat, la mobilité, l'environnement, la sécurité, l'énergie ou encore la santé, la Smart City émerge de l'aube numérique. Ici, la robotique libère l'homme des tâches aliénantes, le data mining anticipe les crises et les besoins, les makers relocalisent la production, le smart grid réinvente l'énergie, les biotechnologies prolongent la vie. Jamais autant de bienfaits n'auront été à la portée de l'humanité. Un futur se dessine autour de vastes plateformes intelligentes dont les algorithmes régulent, automatisent et domestiquent le hasard. Tu ajoutes, les Smart Cities et les Living Labs sont des sortes de chaudrons urbains numériques où s'élaborent in vivo les recettes d'un futur vivre ensemble. Donc, la question qui tue, il faut toujours commencer fort, cette société numérique du futur, quel destin probable, puis apocalyptique, puis souhaitable, tu imagines pour elle? En fait, alors moi, j'ai aucune idée de ce que sera le futur. En réalité, ce que j'observe simplement de ma petite fenêtre, ce que je sens, c'est qu'il y a deux forces qui agissent de concert et en parallèle aux transformations du monde. Ces deux forces, c'est d'un côté la puissance des machines. Aujourd'hui, les ordinateurs ont des puissances de calcul qui frôlent le milliard de milliards d'opérations par seconde. Le milliard de milliards d'opérations par seconde. L'humain ne peut juste plus lutter avec ça. J'ai appris que très récemment, une entreprise américaine a mis dans son conseil d'administration, dans son board, un supercalculateur. Et c'est sérieux. Pour prendre les décisions avec les personnes du board. Donc il y a cette puissance des machines qui est absolument incroyable et qui avance très très vite, de manière exponentielle. Et auquel on va déléguer de plus en plus tout un tas de nos activités. On dit que 80% de la main-d'œuvre non qualifiée, voire de service, pourrait disparaître d'ici 2020 avec la robotisation. C'est pas rien. Donc on voit comment les machines sont en train de prendre la main petit à petit sur tout un tas d'activités. Et quelque part, on est pour notre plus grande gloire, je dirais. On est assez content finalement, sauf que ça va juste tout changer. Et la deuxième force qui est à l'œuvre, en parallèle, c'est ce qu'on pourrait appeler l'énergie créative de la multitude. C'est-à-dire comment les gens connectés entre eux aujourd'hui réinventent tout, à peu près tout, avec le numérique, avec les nouveaux outils, et en s'appuyant, bien entendu, sur la puissance des machines. La question, c'est qui va gagner la course ? Et là, il y a un gros point d'interrogation. Tu disais, je crois, dans un édito, que justement, que si la balance penche plus d'un côté que de l'autre, c'est le bénéfice des deux qui serait perdu. Mais oui, parce que soit on arrive dans des sociétés un peu de retour en arrière, fondamentalistes, qui disent non, les machines, on arrête tout, puis c'est le retour en arrière, et c'est le Moyen-Âge qui revient. Je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Moi, je pense que les machines, c'est une chance. Je suis absolument convaincu de ça. Je pense que l'homme commence tout juste à sortir du berceau et que son destin, si je puis dire, c'est d'aller conquérir l'univers, c'est d'aller voir ce qui se passe dans d'autres univers, dans d'autres. D'ailleurs, on voit bien qu'on n'a peut-être pas tellement le choix. On va être bientôt 9 milliards, on va retrouver des solutions de rechange. Donc, quelque part, le destin de l'homme, c'est de trouver le moyen, et l'immortalité en fait partie, après, il y a tout un tas d'ingrédients, c'est de trouver le moyen d'aller conquérir pas dans un sens guerrier d'ailleurs du tout, mais d'aller sur d'autres planètes. Si justement la société humaine n'était plus du tout centrée, structurée par le travail, tu rêverais qu'elle le soit autour de quoi, justement ? Je pense que l'humain n'est pas fait pour travailler dans le sens avoir un emploi pour gagner de l'argent, pour payer le loyer, je prends un raccourci. L'humain, il est fait pour travailler, certes, parce qu'il aime ça, il aime faire, il aime assouvir sa curiosité en faisant. Et je pense que finalement, une société qui nous débarrasserait du travail, et c'est très probablement ce qui va arriver, et la chance peut-être d'avoir une société qui nous amène à la créativité, au dépassement de soi, à la construction de soi. Et ça, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à nous-mêmes, et qui d'ailleurs nous renverra certainement à des philosophies beaucoup plus avancées, qui nous feront mieux prendre en compte la question de la biodiversité et de la place qu'on a au sein de la biodiversité. Bref, on commencera à être un peu plus mature.
Cyrielle. J'ai une question toute bête, parce que le travail, ça nous occupe en moyenne 8 heures par jour, disons. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas s'ennuyer? Non, parce qu'on va redevenir des enfants, on va redevenir les enfants qu'on n'a jamais cessé d'être en réalité, mais qu'on a un peu oubliés. Un enfant, il s'ennuie jamais. Hein. Je ne sais pas si tu as remarqué. Oh. Moi, je m'ennuyais beaucoup. Hein. Quand je n'avais pas mes frères à embêter, je m'ennuyais. Alors, cela dit, c'est une bonne remarque. C'est-à-dire que c'est la question de l'environnement aussi qui est autour. Mais on va dire qu'un enfant qui est stimulé, en général, il ne s'embête pas. Et donc, c'est une question très importante. C'est la question de c'est quoi les moteurs de la stimulation de la créativité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut créer partout, dans les entreprises, dans les villes, partout où on peut, ce que j'appelle des centrales d'énergie créative, c'est-à-dire des contextes, des lieux, des environnements qui favorisent, qui suscitent cette envie de la créativité. La créativité, ça ne se décrète pas. Je ne crois absolument pas à ça. Ça ne se décrète pas. On donne envie de. Et d'ailleurs, c'est le rôle des accompagnateurs, des éducateurs en général, d'impulser ça. Et c'est infini, la créativité? Ah, ça, j'en suis absolument convaincu. Je pense que... et d'ailleurs, le fait qu'on soit aujourd'hui vers une croissance exponentielle de l'intelligence artificielle, de l'intelligence de la multitude, aujourd'hui, on sait que la multitude de gens, non experts, est capable de résoudre des problèmes plus rapidement que les experts eux-mêmes. Donc, c'est pas rien quand même. Hein, Donc, toute cette croissance exponentielle de l'intelligence, qu'elle soit humaine ou artificielle, ou qu'elle soit nos augmentations, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on fait tout ça. Enfin, c'est pas juste pour la beauté de dire ça calcule plus vite que hier soir. Donc, ça pose la question de, effectivement, qu'est-ce qu'on va en faire? Quel projet de société ça amène? En quoi ça va permettre à l'homme de se libérer un peu plus et de s'enrichir un petit peu plus? Ça, c'est les vraies questions. Et je pense que la créativité est absolument au cœur de ça, quoi. Oui, on sait que le moteur de la créativité, souvent, c'est la contrainte, l'hyper-contrainte, et qu'on a pas mal d'enjeux climatiques et autres pour nous challenger. Alors ça, c'est probablement le plus beau sujet aujourd'hui de la créativité. Et on voit que les gens répondent à ça. Par exemple, si je prends l'exemple de Mélanie Laurent avec son film Cyril Dion, Demain, qui a levé 400 000 euros en quelques jours auprès de vous et moi à partir de plateformes de crowdfunding, ça montre bien à quel point, même par procuration, les gens ont besoin d'aller vers ces réponses, ont besoin d'être créatifs, même par procuration. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on est face, et particulièrement nos enfants, face à une société qui est devant des défis absolument majeurs, le dérèglement climatique, la démographie galopante, l'économie qui se casse la figure de partout. Enfin, on peut citer, la liste est très longue. C'est systémique. Donc, les réponses à apporter à ça, c'est un tel enjeu. J'allais dire, dans enjeu, il y a jeu, mais dans le sens, oui, défi et créativité. Oui, d'ailleurs, Michel Serres disait que tous les systèmes d'appartenance actuels sont en train de s'effondrer et que l'enjeu du futur, précisément, ça va être de créer de nouvelles appartenances, c'est-à-dire on ne sait plus comment faire équipe de foot, parti politique qui se démantèle, couple qui divorce. Et il disait que vraiment l'enjeu du futur, c'est comment on va recomposer la société du futur. Que va-t-on perdre? Que va-t-on gagner? Comment tu vois les choses? C'est un immense sujet parce que effectivement, on voit que des conglomérats comme GAFAM, le fameux Google, Apple, Facebook, etc., Amazon, ça devient des États hors État qui aujourd'hui sont partout dans le monde et qui commencent de plus en plus à contrôler tout un tas de choses. Et effectivement, on voit que les employés de ces entreprises, quand on les interroge, se sentent plus en appartenance avec effectivement cette communauté-là qu'avec leur pays, leur nation. Donc effectivement, il y a la question des appartenances, y compris avec les communautés d'intérêt qui se mettent partout en place à travers le réseau, etc. La notion de frontière, ça commence à devenir compliqué quand même, de plus en plus. Donc effectivement, tout ça se recompose complètement. Et oui, je pense que la question des appartenances, c'est un grand sujet, oui. Cyrielle, tu voulais nous parler d'art peut-être? Oui, je peux aussi. De culture? D'art, je vais rester sur l'art et sur l'art numérique parce que du coup l'art numérique crée des œuvres réplicables, à l'identique et surtout à l'infini très facilement. Il suffit de graver un CD pour reproduire la musique. Quelles sont pour toi du coup les évolutions à venir du marché de l'art? Le marché de l'art, aujourd'hui, il est dans les ruptures exactement comme tous les autres marchés. C'est-à-dire qu'on a d'un côté
le marché de l'art contemporain, pour faire très court, je prends des raccourcis, mais en gros, on est dans un système fondé sur la rareté, sur l'objet unique, sur l'objet fermé, linéaire, etc. Et puis en face, on a l'art numérique qui arrive, qui déboule, qui est réplicable à l'infini, à l'identique, puisqu'il n'y a pas d'original dans le numérique, qui est un art de la profusion, qui était un art du partage, de l'échange, qui est un art de l'usage, puisqu'en réalité, c'est de l'expérience qu'on vit avec l'art numérique, dans le sens où c'est interactif. Donc on interagit avec un dispositif et donc on est vraiment dans l'expérience, donc dans l'usage de cette expérience. On n'achète plus un objet, on achète une expérience, c'est un peu différent. Donc on voit que le modèle, il est plus du tout le même. Donc pour la question du marché de l'art, oui, je pense qu'il va complètement se renouveler aujourd'hui à travers l'accès à des expériences, à des usages d'expériences dans toutes les situations possibles, dans l'espace urbain, à la maison, dans l'entreprise, partout, et tant mieux. L'art va commencer à rentrer dans nos vies de manière beaucoup plus en dehors des musées, en dehors des murs des musées. Marianne ? Oui, alors en 2010, Ray Kurzweil disait qu'un ordinateur serait capable dès 2029 de passer le test de Turing. Et là, en juin 2013, un ordinateur... 2014, pardon. J'ai un an de retard. Moi, je vis dans le passé, c'est normal. A réussi donc à passer le test de Turing en se faisant passer pour un jeune homme de 13 ans. Et tu dis à ce sujet, si l'ordinateur était vraiment intelligent, il se serait fait passer pour un ordinateur. Et donc, au fond, une question un peu tordue, mais le plus toxique... Elle me regarde comme si je m'en doutais. N'est-ce pas tout ce qui passe inaperçu, ce qui est indolore, insidieux, et peut-être même ce qui est censé vouloir notre bien ou nous faire du bien? Déjà sur les ordinateurs, je crois que c'était je ne suis pas très bon sur les dates, mais je crois que c'était vers 95 que Kasparov a été vaincu aux échecs. 2 ans plus tard, je crois que c'était le jeu de Go qui tombait. On dit que le jeu de Go est plus sophistiqué que le jeu d'échecs. Donc c'était un deuxième mur, si je puis dire, qui s'effondrait. Et puis, il y a eu Jeopardy aussi, le jeu américain. Donc un ordinateur a battu tous les candidats au jeu Jeopardy. Et puis, effectivement, on arrive au fameux test de Turing, c'est-à-dire que c'est un test à l'aveugle où, en fait, on confronte des humains avec un ordinateur, sauf que c'est à l'aveugle. Ils ne savent pas si c'est un ordinateur ou un humain. Et l'ordinateur a réussi à tromper plus de 30% du jury. Jury composé de 18 personnes, donc ça fait 6 personnes qui ont été trompées, c'est pas rien quand même. 6 humains ont été trompés par un ordinateur dans un dialogue naturel. Donc les gens posaient des questions de toute nature. Et effectivement, Turing avait prévu que dès lors qu'on franchirait ce cap-là, ça commencerait à devenir très très chaud. Et des gens commencent à s'inquiéter d'ailleurs un petit peu de... finalement, non pas le fait que ça arrive, moi je pense qu'une fois de plus c'est plutôt une bonne nouvelle, ça va nous permettre de résoudre tout un tas de problèmes, on va gagner du temps, mais ce qui est plus inquiétant c'est que finalement il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant de ça, et la question c'est plutôt où est-ce que ça se passe quand on voit par exemple que Google est en train de construire des villes en dehors des eaux territoriales pour s'affranchir de toutes les règles. Alors, ils disent que c'est pour recruter des gens pour la Silicon Valley, mais il peut se passer d'autres choses aussi, on ne sait pas. Donc aujourd'hui, quand même, c'est intéressant de regarder qui possède la puissance de ces machines et ce qui en est fait, quoi. Et là, c'est quand même un peu une boîte noire, globalement. Je n'ai pas du tout répondu à la question, mais je ne me rappelle plus de la question. C'est une question paradoxale. C'était une question tordue. Si l'ordinateur était vraiment intelligent, il se serait fait passer pour un ordinateur. Sinon, ce n'était pas si inquiétant que ça. Enfin, en tout cas, pas encore. Et donc, sur le fait aussi que si on en était vraiment à un stade inquiétant, on s'en rendrait plus compte. Alors, c'est certes... Complètement piégé dans la matrice. Alors, peut-être qu'Éric Sadin nous dirait que c'est déjà le cas. Je ne sais pas. Après, où on en est justement dans la question, peut-être pas d'ailleurs de l'intelligence de la machine qui contrôlerait déjà le monde, mais tout simplement et beaucoup plus bêtement comme dirait Jean-Michel Beignet, le fait qu'on a déjà tellement démissionné, qu'on aurait déjà tellement démissionné face à la puissance des machines, que quelque part on aurait enclenché sans le savoir et de manière tout à fait transparente comme ça, qu'on aurait déjà enclenché le processus. C'est-à-dire qu'en fait, ça serait en train de se faire, et je cite Jean-Michel Beignet qui dit qu'on est dans une société dépressive et qui finalement se sublime à travers la puissance des machines, quoi. Je vous interromps dans ces questions tordues et ces réponses en virage.
parce que cette émission est un peu inversée, je vous propose de jouer au ping-pong. Oui. Un ping-pong, c'est-à-dire que je vais appeler Véronique Angers de Fribert, la présidente et la fondatrice du Forum Changer d'air, qui va donc nous rejoindre et qui va prendre place à côté de Niels. Et un ping-pong, pourquoi pas, parce que c'est habituellement, vous connaissez le jeu que nous avons, c'est Rendez-vous du futur, c'est le jeu des résonances. Donc, qui sont enregistrées. Et là, nous faisons des résonances en direct. Et donc, c'est Véronique qui va avoir une question à poser à Niels. Puis, c'est là où il y a du ping-pong. Niels posera une question à Véronique. Et puis, nous continuerons à dialoguer. Véronique, bonsoir. Merci beaucoup de te prêter à ce petit jeu de la résonance inversée et au petit jeu derrière d'être l'invité de ce Rendez-vous du futur. Bonjour à tout le monde. Bonsoir Niels. Alors j'ai une question. Effectivement, ton parcours de musicien de jazz, je trouve ça assez fascinant en fait, d'être à la fois musicien, créatif dans le numérique, enfin créateur même. Donc je me demandais est-ce que ton parcours tes connaissances du jazz et de la musique en général avaient pu t'apporter au quotidien dans ta vie professionnelle pour envisager la vie peut-être d'une façon un peu différente. Merci. Alors, c'est marrant que tu poses cette question parce que je me suis demandé pendant très longtemps pourquoi j'avais passé autant de temps à travailler la musique et le jazz en particulier pour finalement arrêter. Je touche quasiment plus mon instrument et des fois je me suis dit mais que de temps perdu. Et en fait la réponse, je crois que je l'ai eue il n'y a pas longtemps. Et je l'ai eu un peu grâce à toi d'ailleurs, puisque c'est dans le cadre du Forum Changer d'air que je me suis posé cette question, enfin qu'à un moment j'ai fait ce lien. Alors je m'explique. Une question qui me tarabuse, qui me taraude depuis un petit moment, c'est la question du langage. Je vais le dire très très vite et de manière très imparfaite, mais je pense qu'aujourd'hui la complexité nous impose de créer un nouveau langage qui est certainement en train d'advenir d'ailleurs. Petite Poucette est déjà à l'œuvre, je pense, pour fabriquer ce langage. On a besoin, pour appréhender la complexité, d'un nouveau langage et qu'on puisse partager à l'échelle planétaire. Et d'ailleurs, le film de Godard récemment, c'est ça qui a été un déclic aussi. Quand Godard dit la fin du langage, c'est ça son film, et qu'il dit finalement le cinéma, avec toute sa puissance d'évocation, et Dieu sait qu'il en a quand on regarde ce qu'Hollywood est capable de faire, n'est pas capable de donner une représentation du réel. Ça fait réfléchir. Et effectivement, on arrive aujourd'hui dans tout ce qui est traitement de la donnée, la big data, etc. Et on voit bien qu'il y a d'autres langages qui doivent arriver pour permettre de représenter cette complexité du monde. Pourquoi je parle de ça ? C'est qu'à un moment, j'ai fait le lien entre ça et le jazz. Pourquoi ? Parce que le jazz, c'est un langage du temps réel. C'est un langage dans lequel on est dans l'improvisation, dans la créativité, dans le flux, dans lequel on est dans l'écoute, la co-construction en permanence. Et finalement, c'est un langage qui, je pense, est précurseur à sa manière, mais est précurseur des langages à venir qui sont des langages de la participation, du flux, du temps réel, etc. Et dans lesquels tout le monde, à un moment donné, est leader. Tout le monde. Dans le jazz, chacun son tour, à un moment donné, va prendre le lead et va venir au devant de la scène. Et de manière instantanée, tout le monde va se mettre derrière lui et va le porter. C'est vraiment ça, le bon jazz, c'est ça. Il y en a un qui est devant et les autres sont derrière et le poussent. Et ça se fait de manière automatique, quasiment, quoi. Et c'est peut-être ça le langage du XXIe siècle. Et Niels, aurais-tu une question à poser à Véronique ? Alors bien sûr. Merci. Oui, je suis un peu long dans la réponse. En même temps, je suis assis là, j'en profite. Et c'est un privilège. Oui, bien sûr. Alors, je voudrais dire que le Forum Changer d'air, auquel j'ai participé avec beaucoup de plaisir récemment, c'était vraiment un grand moment et c'est une magnifique aventure. Voilà, j'espère qu'elle ira très loin, qu'elle continuera longtemps. Merci beaucoup d'être vraiment de piloter ça, de manager ça de main de maître. Et donc ma question, c'était que la première édition, ça a été une édition, là encore je prends des gros raccourcis, mais comme c'était la première, c'était probablement l'émission un peu bilan, état des lieux plutôt, pas bilan, pardon, état des lieux. On se réunit, blablabla, état des lieux. La deuxième, c'est l'événement, c'est l'événement où une fois que l'état des lieux a été fait, c'est bon,
qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Et ça, c'est ce qu'on a ressenti dans cette deuxième édition. Tu as invité tout un tas de gens qui sont venus avec des propositions. Et d'ailleurs, tu en as sorti la substantifique moelle avec comment ça s'appelle, force de proposition, c'est ça, qui est à paraître. Qui est déjà d'ailleurs, je crois, accessible. Qui vient de sortir. Qui vient de sortir, voilà. Donc là, tu es dans la proposition. Donc ma question, c'est le coup d'après. Il se passe quoi? Et juste, je terminerai en disant que ce que j'ai ressenti cette année, peut-être je me trompe, hein, mais ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait une frustration, une colère qui s'exprimait de plein de manières différentes. Ça peut s'exprimer de manière très gentille, très sympathique, mais quand même, il y a une espèce de ras-le-bol, de colère, de frustration, et de gens qui disent, voilà, on propose des choses, mais le coup d'après, c'est quoi? Comment ça se passe? Comment t'anticipes déjà? J'imagine que tu es déjà dans le prochain. Comment tu le vois, ce prochain? Bon, longue question. Effectivement, il y avait de la colère, je ne sais pas, mais de l'impatience, en fait, devant des choses qui ne se passent pas, finalement, et des prises de conscience qui n'arrivent pas ou très, très tardivement. La frustration, certainement, parce que les gens ont beaucoup de choses à proposer, envie de faire, et c'est souvent très, très lourd dans notre société pour lancer les choses. Alors, effectivement, il y a eu l'état des lieux l'année dernière. Cette année, la proposition, suite à de nombreux échanges, et je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont participé, sont prêtés au jeu, que ce soit les intervenants, les personnalités inspirantes, le public, les partenaires, et le public franchement assez extraordinaire qui était un peu en communion, on va dire, cette année, parce qu'ils ont amassé une somme d'informations, puisque l'objet, je voudrais quand même en parler un petit peu de force de proposition. On va en parler. On va en parler après, pardon, je vais faire l'émission toute seule. Donc je reviens à la question, je me concentre. Là, je sors de 5 jours un peu intenses, on va dire. Le coup d'après. D'accord. C'est quoi le coup d'après? Donc, je suis pas l'ordinateur, moi, ni un robot, donc je marche beaucoup à l'émotion. Et cette année, donc, force de proposition, l'année prochaine, bilan, je pense, de ce qui a pu être fait entre cette force de proposition et l'année prochaine. Parce qu'il y a des choses qui vont se faire et qui sont proposées. Et on va un petit peu faire le tour de ce qui a bien fonctionné, la prise de conscience, est-ce que les politiques ont pris conscience, les médias. Mais vous allez sûrement m'interroger là-dessus. On va en parler. Cyrielle? Je crois qu'avec cette deuxième édition, vous avez voulu passer la main aux jeunes, à la jeunesse. Comment s'est passé justement les liens intergénérationnels au cours du forum? Ça a été terrible parce que les jeunes ont dit, les vieux, plus de vous, vous sortez, on en a marre. Non, c'était déjà l'année dernière, cette étape-là en fait. On a passé le relais l'année dernière aux jeunes générations. Cette année, on a travaillé avec les jeunes générations. Puisque l'idée, c'était pas de virer les plus de 40 ans, on va dire, hein, parce que pour quelqu'un de 25, c'est sans doute très très vieux. C'était de mélanger, c'était changer ensemble le thème. Donc c'était mettre ensemble tout ce monde-là. Et maintenant qu'on avait bien compris ce qu'on souhaitait faire cette année, puisque l'année dernière, on a été quand même assez clair, c'était d'avancer ensemble, de réfléchir, de travailler. Et on a eu d'ailleurs 2 heures de temps de réflexion avec le public pour pouvoir avancer. Donc c'est vraiment pas, on est un peu au-delà des histoires de génération ou de mixité. On est vraiment dans, on avance quoi maintenant, hein, c'est ça. Donc ça se passerait bien en fait. Et alors parlons directement maintenant de ce travail colossal que tu as mené en très peu de jours. On me redit dans l'oreillette 4 jours, mais je ne sais pas si c'est 4, 5, 3. C'est quoi mes journées? Mais en gros, c'est quand même un travail en très très peu de temps. Tu as réussi à tirer la substantifique moelle de ce forum Changer d'air et d'en faire un livre de 40-50 pages. Un livre force de proposition, dont on voit peut-être on voit le visuel derrière et les internautes le voient également. Je réponds. Oui. Donc en fait, oui, force de proposition, c'était bien le défi du jour. Hein. On s'était lancé un défi complètement fou en fait, mais bon, pourquoi pas, on l'a tenu. Donc c'était de réaliser un livre. C'est vrai, on ne savait pas trop si on allait faire un livre, des planches avec des commentaires. Bon, c'est un ouvrage, un vrai livre en fait. Il faut quand même préciser que mon métier, moi, c'est d'écrire. Je ne suis pas quelqu'un qui organise des forums en principe, mais c'est parti d'une belle idée de rendre hommage aux penseurs du groupe des 10 à l'époque et de passer le relais aux jeunes générations. Mais mon métier, c'est d'écrire des livres. Hein, donc ça peut être, je ne veux pas faire la pub, mais c'est n'importe quoi, avec pas n'importe qui, non. Mais à partir du moment où j'ai la source, moi, vous me donnez la source, vous faites ce que vous voulez. Donc là, tu as vu donc une là, source la matière incroyable, est exceptionnelle. Il faut aussi contenu. rendre compte à tous ceux qui ont œuvré parce que c'est bien l'ouvrage collectif. Moi, je suis la plume, c'est vrai, mais la plume, elle est portée
porteuse quand même de tout ce qu'on lui a confié comme information. Et on m'a confié 30 synthèses, une trentaine d'interviews, tous les échanges de la journée, tout ça. J'ai eu le bonheur pendant 3 jours, de 12 à 14 heures par jour, d'écouter, décrypter, etc. Donc c'est là où il y a un travail effectivement important en amont. Et puis après, la rédaction est facile. Une fois qu'on a l'info, c'est fluide. Et puis on incarne tous cette force de proposition. Donc comment ça s'écrit, c'est évident. Ça correspond tout à fait à toutes les questions qu'on s'est posées pendant l'après-midi, tous les thèmes qu'on a abordés. Enfin, je crois que là-dessus, on était tous en phase sur cette journée-là. Et moi, j'étais l'interprète de ça. Et je suis très, très fière d'avoir pu dépasser un peu mes limites, pour le coup, parce que ça a été 5 jours, mais c'est pas 5 jours de 8 heures, c'est 5 jours plutôt de 12 heures. Et à fond, quoi. Et je remercie ma graphiste qui a fait la maquette en une journée et une nuit, et qui est franchement adorable et très efficace. Et l'équipe de Triple C qui a mis en ligne ce matin en catastrophe, parce qu'il fallait absolument que ce soit en ligne. Bon, je suis un peu un bourreau de travail et je suis un bourreau avec les gens qui travaillent avec moi, peut-être. Mais on a tenu notre défi. Un défi, c'est un défi. Donc il fallait y aller. Exactement, c'était une aventure et tout le monde savait dans quoi il s'embarquait, ou en tout cas, il n'y avait aucune surprise. On savait que tous les défis étaient permis et tu les as relevés. Je veux juste noter quand même que dans le public, tu parles du public présent, mais le public en direct. Bien sûr, il y avait un public Parce qu'il y avait direct. plus de 2000 personnes qui ont suivi le live de cette journée. Le Forum Champ-Léder est en direct ici au Cube. Le Cube étant lieu relais. Voilà, j'allais le dire en fait, c'est vrai que le Cube étant partenaire avait un atelier ici qui se déroulait en même temps. Il y avait une liaison via la Twitter avec ce qui se passait au Cube, avec ce qui se passait dans nos 3 collabs, puisqu'on avait des collabs, c'est une appellation de Novaetera, Stéphane Rio, qui a organisé de main de maître avec son équipe ces ateliers où il y avait 30 groupes quand même, de 10 à 20 personnes selon les groupes, qui ont chacun été confrontés à des questions importantes qui ont servi de plan. On avait quand même déterminé le plan à l'avance. C'était les questions qu'on devait aborder, mais à part ça, on n'avait rien déterminé à l'avance pour ce livre. Et tous les gens, guidés par le FLO, par les membres du FLO, tous ces jeunes gens à qui on a passé le relais, qui ont été d'une efficacité redoutable et d'un enthousiasme vraiment. Moi, franchement, je vais paraître un petit peu enthousiaste, mais c'est ma nature, c'est vrai. Je vois toujours le verre à moitié plein, mais là, il était carrément archi plein. Et c'était un vrai bonheur cette journée, parce qu'on a récupéré beaucoup de propositions, parfois originales et souvent très intéressantes. Maria, une question ? Mais oui, on est dans un suspense insoutenable. Quelle ligne directrice ressortent du forum Changer d'air pour rénover Il faut aller sur forumchangerdair.fr et rendez-vous-du-futur.com, bien sûr. Voilà, l'éducation, la vie, bref, qu'est-ce qui émerge de tout ça ? En premier, qu'est-ce qui vous vient ? Qu'est-ce que vous avez retenu En premier, c'est vraiment le besoin de recentrer, de replacer l'homme au centre. L'homme avec un grand H, sans générique. Et ça, vraiment, c'est ressorti. On a l'impression que les êtres humains se sentent un peu marchandisés, machinisés, je ne sais pas comment le dire. Donc là, l'idée, c'est qu'on remet au centre l'homme, que ce soit dans la finance, dans l'économie, dans l'éducation, dans la création. Et il y avait des propositions originales, par exemple, sur la finance, où des personnes, Arnaud Poissonnier nous rapportait que ces groupes avaient proposé le droit renouvelable à la richesse. Le droit à la richesse, en fait, qui se renouvelle tous les 25 ans. On fait un bilan un petit peu de ce qui était rechargeable à la richesse, de ce qui a été produit par la communauté entière, et on partage, et puis on recommence pendant 25 ans, et on repartage. Et pourquoi pas ? Bon, on a des utopies aussi, on a le droit de se lâcher un petit peu, c'était aussi le but. Il y avait l'idée aussi de la banque nomade et de proximité qui vient dans les quartiers pour proposer pour montrer un petit peu ce qu'elle peut offrir aux gens, pour financer des projets du quartier, créer du lien social. On a beaucoup parlé d'éducation, ça a été en fil rouge tout le temps, l'éducation à l'école, dans la famille, avec ce côté aussi transgénérationnel. Les parents éduquent les enfants, la communauté éduque les enfants, et les enfants éduquent aussi leurs parents, puisqu'ils savent beaucoup de choses sur le numérique. Donc on a eu un gros appel aussi à se prendre en main avec l'empowerment dont on parle beaucoup, c'est-à-dire qu'on a tous le pouvoir de bouger, de changer les choses. Et là, c'est plus de démocratie participative, c'est créer plus de liens sociaux avec des inventions comme Smart City, notamment que Niels connaît bien, où là on crée du lien, on crée des façons d'échanger des services, de se tenir informés, de débattre avec les communautés, de faire en sorte que les gens soient subversifs, pour reprendre le mot de Joël de René, et s'immiscent ou s'y
Mérina, je disais, immiscez-vous dans les institutions, jouez les hackers et essayez de faire bouger les choses de l'intérieur. Il y a des moyens, il y a des choses qui existent, il y a plein de systèmes. Qu'est-ce qu'on a eu encore Enfin, vraiment, il y avait beaucoup de propositions où les gens s'impliquent, jouent un rôle actif et n'attendent pas de l'État, n'attendent pas du gouvernement, n'attendent pas des politiques, des élites qui sont... on est parti pour faire force de proposition de ce constat aussi que nos élites, en particulier les politiques, sont complètement dépassées. Ils mettent la bonne volonté, malheureusement, ils ont du mal à comprendre ce qui se passe et à s'adapter, et nos médias jouent plus leur rôle. Les médias sont une notion de rentabilité et d'audience qui fait qu'ils confondent information et communication. Donc on a été assez sévère avec eux. On est sévère parce qu'on les aime bien aussi, et puis on aimerait bien qu'ils nous rattrapent et qu'ils comprennent ce qui se passe, qu'ils nous écoutent un peu, parce qu'il y avait beaucoup de journalistes. On avait une trentaine de journalistes au forum. En revanche, il n'y en a pas un qui a trouvé intéressant pour l'instant d'écrire quelque chose, ou très très peu, parce que c'est trop positif pour eux. On est vraiment dans la démarche positive d'avancer. Puis je crois qu'ils sont un peu dépassés par tout ce qui se passe. En revanche, sur Twitter, il y a eu une audience équivalent à 5 millions de personnes touchées, avec 650 auteurs de tweets différents. On a eu donc ces gens, rien que sur le site du Forum Change Adhère, qui ont suivi les internautes, 2000 personnes. La résonance, en fait, les caisses de résonance ne sont plus les caisses habituelles des médias traditionnels qui sont largués. Moi, j'y crois depuis très très longtemps à ça, et ça fait très longtemps que je compte plus sur les médias. C'est les journaux citoyens, c'est les blogs, c'est vous, c'est moi, c'est les tweets, etc. C'est un exercice un petit peu particulier pour moi, mais essayez juste d'avoir un petit peu d'empathie pour moi, parce que j'anime une émission avec comme invité l'animatrice des émissions du Forum Changer d'Air, également, qui ont lieu toute l'année. On a fait les émissions et on en refera. Et avec Niels, qui est également, donc évidemment, animateur des Rendez-vous du Futur. Je dis ça parce que je dois vous arrêter, parce qu'on a quand même un respect de l'horaire et que nous avons un autre petit jeu. Je suis vraiment désolé, très trivial. Surtout que Niels commençait à aborder une question. Note-la et tu la poseras après. Bon, c'est mon petit jeu des images. J'aime beaucoup. Les petits jeux des images. Jonathan, nous partons avec Véronique dans une image. Là, c'est l'image de la dernière table ronde, les fous et les sages. C'est une expression que tu adores, une expression qui est super bien. Ça évoque quoi, ça, les fous et les sages? Pourquoi cette expression? Ça, j'ai adoré. C'est Adrien, donc notre jeune fondateur de KissKissBankBank. Ils ont tous été brillantissimes. On ne pourrait peut-être pas tous les citer ce soir, mais qui a parlé des fous et des sages, parce qu'il disait que dans notre société, il faut des fous pour innover, pour prendre des risques, pour essayer des choses, pour tenter, et puis des sages pour être à la vigie quand le tumulte se fait sentir. Et c'est vrai qu'on est tous fous et sages, mais surtout on a nos sages qui étaient présents dans ce dernier échange auquel ils se sont prêtés au jeu avec vraiment beaucoup de gentillesse et de générosité et de modestie, parce qu'ils ne savaient pas du tout ce qu'ils attendaient. Et ils nous ont fait confiance en disant bon, on fera ce qu'on nous demande. Et ils ont été formidables, ils ont dit des choses très très importantes aussi. Et qui sont également dans le livre Force de qui sont proposition. cités très souvent, oui. Moi, ça me fait penser d'ailleurs au crapaud fou dont parlait Cyrielle tout à l'heure. Nous, on se rejoint peut-être là-dessus, oui, effectivement. Une autre image pour montrer le caractère également un petit peu politique quand même. Oui, il y avait un politique qui était présent. Oui, c'est un caractère politique dans le sens où notre démarche à nous est politique, au sens où on veut vraiment insuffler un souffle, on veut montrer qu'on existe, qu'on est là, qu'il se passe des choses, et puis nous suivre qui veut, nous on change. Si la société ne change pas, nous on change. Donc elle sera bien obligée de changer. Enfin, la société, je veux dire, ceux qui nous gouvernent, on va dire. Et Ségolène Royal, donc ministre de l'écologie, développement durable et d'énergie, nous a fait l'honneur de nous délivrer un message. Elle était invitée par Claudia Inray et Joël de René, et moi j'étais ravie évidemment. Et surtout, elle est très impliquée dans ces. Ça montre que le thème intéresse. Ça montre que le thème mobilise un grand ministère en fonction, c'est quand même important, et qu'on a quand même l'écoute un petit peu du gouvernement, puisqu'il l'a jugé opportun de laisser délivrer un message sur la démocratie participative, sur la société collaborative. Enfin, elle était complètement dans le sujet et très, 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 très tonique. Une autre image. On va faire des réactions un petit peu plus courtes, parce que sinon je vais encore me faire gronder. Ah bah tiens, nous avons Vasco. Oh, c'est mignon. Alors, ça, c'est...
Alors Vasco, c'est un compagnon de justement cet ouvrage, parce que j'imagine Ouais. qu'il a un peu souffert quand même pendant Non. ces jours où tu étais en ermite. Vasco n'a pas souffert parce que les animaux, c'est un peu mon dada, et les chiens, ma priorité. Quand je travaille, je m'octroie, quoi qu'il arrive, 1 heure de promenade dans les vignes avec mon chien. Avant, c'était des Braille de Weimar. Aujourd'hui, c'est un dalmatien que j'ai adopté il y a 6 mois, qui a 10 ans, qui est extraordinaire, qui Donc- est adorable. Donc Vasco, nous saluons Vasco qui est envoie sûrement des derrière SMS, son qui envoie les derrière son écran. SMS avant que j'ai le temps de les terminer, n'est-ce pas? Oui, on Laura voit parfois un coup de papate sur le clavier. Image suivante. Alors, je crois que tu t'es fait plaisir juste après le forum, mais c'était vraiment le lendemain. Le lendemain, tu as tweeté ou mis sur Facebook cette image-là. Ouais. C'est l'intégrale de Bob Dylan. C'est mon côté judéo-chrétien. J'ai pensé que je méritais une petite récompense pour m'être beaucoup donné. Et moi, je suis une fanatique, évidemment, de Bob Dylan, on l'a déjà dit, mais j'ai racheté l'intégrale et je suis en fait très déçue parce que j'ai déjà tous ses albums, parfois en double déjà. Et il y a un petit album nouveau qui est un side tracks avec quelques petites choses que je connaissais pas, mais je les ai tous en fait. Mais c'est très sympa d'avoir la boîte pour la collecte. Et la dernière image après Bob Dylan, après la méga star, nous passons à une autre star, donc toi en l'occurrence, largement applaudi sur scène. Alors là, on voit les fous et les sages autour de toi. Moi, ça me permet de te dire bravo, de te féliciter à nouveau pour ce forum Changer d'air. 2e édition, et puis c'est parti pour X numéros en fait. On espère, des fous et des sages que nous sommes tous à la fois, en fait. Et là, c'était très sympa parce que vraiment inattendu, à la fin de cet échange assez incroyable, quand même, 13 personnes sur scène, avec nous, les animateurs, Stéphane, mon comparse, qui a été extraordinaire aussi au cours de cette journée, et avoir ce remerciement inattendu, c'est vraiment très sympa. Et moi, je remercie tous les gens du Flow, tous les parrains qui sont beaucoup investis et vraiment, je suis contente de leur avoir fait confiance. Je crois qu'ils ont eu raison aussi de me faire confiance. Et on a fait un forum Changer d'air 2 assez extraordinaire quand même. Quand on voit les tweets émis par les partenaires, Oui, c'est bon pour l'an prochain. Parlons des partenaires un petit peu quand même, juste pour... Je n'ai rapidement, pas le droit de les citer, oui, j'imagine. non. Mais vraiment, je trouve qu'il faut qu'on leur donne un petit peu plus de visibilité l'année prochaine encore, parce qu'ils le valent bien. Ils nous ont vraiment soutenus. Ils nous ont, mais alors, laissé travailler comme on veut. Vraiment comme s'ils avaient peur de nous déranger un petit peu. Puis certains sont beaucoup impliqués parce que BVA était quand même un partenaire historique, hein, donc très présent et toujours de bons conseils. Univers Science, j'en parle à peine parce que c'est Joël de René, Claudie Ignoret, toute l'équipe, la régie, enfin tous les gens qui nous accueillent et qui nous conseillent, nous aident. Orange est là depuis longtemps, ça fera un petit nouveau. Enfin, vraiment, on a des partenaires. L'exercice est compliqué. Je crois qu'il s'adapte à notre forum est très particulier. Hein. C'est pas un forum comme les autres. Et je crois que tout le monde l'a compris. C'est partagé et on n'a même pas besoin de se battre pour ça. Tout le monde respecte ça en fait. Et le respect, je crois que c'est très important. Il y a une ambiance. On parlait de changer les hiérarchies aussi beaucoup, de revoir la façon de travailler, d'être moins pyramidal, de s'écouter, d'avoir un vrai respect. Je crois que c'est ce qui se passe au forum Changer d'air, que ce soit avec les équipes, les intervenants, les partenaires. Il y a un vrai respect mutuel, une vraie écoute mutuelle. Il y a vraiment une ambiance aussi, on se marre beaucoup, on travaille beaucoup. Moi, c'est ma façon de travailler, c'est comme ça que je me sens bien. Et j'espère que les gens qui ont travaillé se sentent bien aussi. Et c'est vraiment agréable et on a envie de continuer, c'est sûr. Oh oui, on va continuer, c'est sûr. Marianne, une petite question ? Oui, à tous ceux qui pourraient qualifier le forum Changer d'air d'utopique, de je ne sais quoi, qu'est-ce que vous leur répondriez ? Que l'utopie, c'est les hommes qui prennent en main leur destin, comme l'a dit Thomas More. Thomas Il y a Paul More. Ricoeur, Paul il y a Ricoeur qui disait que c'était l'arme de la critique. L'utopie ? Oui, c'est un peu on joue les fous aussi, encore une fois. Et on est sage aussi parce que c'est une utopie constructive. Puisqu'on est utopique, c'est vrai, on se lâche par moment, mais on propose aussi des choses. J'espère que les gens liront Force de proposition, parce que c'est un vade-mecum de la politique du futur qui s'adresse à tous les citoyens, pas seulement, et certainement pas seulement aux dirigeants, c'est vraiment pour tout le monde. Il y a des choses qu'on peut utiliser dans ces propositions qui émanent de plus de 500 personnes, en fait. Niels ? Oui, moi je voulais signaler que tu animes aussi tout au long de l'année les dialogues stratégiques et que c'est aussi une contribution qui est extrêmement enrichissante, intéressante et sur laquelle on peut aller butiner, faire son miel aussi.
Voilà. Oui, tout à fait. On retrouve beaucoup d'ailleurs de vos invités. On retrouve beaucoup de vos interviewés, c'est vrai. On a pas mal de points communs quand même. Ouais, C'est pour ça qu'on est partenaires. C'est tous ensemble. très fraternel tout ça, je crois. Juste ça me fait penser, puisqu'on verra Jérémy Rifkin ensemble, donc à la rentrée, puisqu'on va co-organiser ça avec Rendez-vous du Futur, Forum Changer d'air. Et nos amis de l'Institut des Futurs Souhaitables de Mathieu Baudin. Voilà, et justement, ça m'évoquait une question, c'est que finalement, la dimension civilisation, de l'empathie, de l'altruisme, est peut-être quelque chose qui est moins apparu au Forum Changer d'air que d'autres sujets. Le partage était très présent, mais c'est un peu différent. Là, je pointe vraiment la question de l'empathie, de l'altruisme. Est-ce que c'est parce qu'on est un petit peu, entre guillemets, en retard par rapport à d'autres endroits dans le monde comme l'Amérique, par exemple, qui s'intéresse plus à ce genre de questions avec justement des porte-paroles comme Rifkin, ou est-ce que tu penses que c'est un sujet qui pourrait arriver un petit peu plus maintenant, ou comment tu vois ça ? Moi, je le vois pas trop, ce sujet, parce que l'empathie, l'altruisme, enfin, on le porte en fait. C'est le collaboratif, c'est l'empathie, l'altruisme. Je sais pas si on va jusqu'à l'altruisme, parce que les gens font toujours les choses aussi, parce que ça leur rapporte quelque chose. Enfin, et on a intérêt à le faire, pas forcément un intérêt pécunier ni d'égo, mais on le fait parce qu'on est motivé, qu'on y trouve un intérêt. Moi, j'ai un peu dépassé ça. Je lisais les bouquins de France Deval sur l'empathie il y a 10 ans. On en a beaucoup parlé il y a 2, 3, 4 ans. C'est devenu un mot tout d'un coup qu'on utilisait beaucoup. Je crois que l'empathie, elle était tellement forte au forum et que les gens étaient en empathie de toute façon. Il y avait une espèce de communion. Avec oui, non, mais là, pour le forum, il n'y a pas un sujet. Il n'y a pas débat pour les gens du forum. Mais par contre, dans une société qui est très verticalisée et très en silo en France. Je n'ai pas bien répondu à la question. Non, mais c'était plutôt l'idée de dire que dans une société qui est quand même très en silo, la question de l'empathie est peut-être intéressante parce que voilà, exactement, c'est l'écoute de l'autre, la compréhension de l'autre. Oui. On en a parlé beaucoup parce qu'on a parlé de l'hétérarchie. Par exemple, c'est Dominique Dupagne qui, dans son livre La Revanche du Rameur, a fait un livre passionnant où il parle beaucoup du groupe des 10 aussi. Et je suis très en phase avec lui sur beaucoup de choses dans son bouquin. Et il explique qu'il y a par exemple, les hôpitaux magnétiques aux États-Unis qu'on ne connaît pas en France, mais qui fonctionnent très très bien. Qui sont fondés sur l'écoute, justement, la responsabilité, ou la fonderie Zobrist en France, qui a Monsieur Zobrist, dont j'ai oublié je n'ai pas retenu le prénom, a créé lui un système de management qui est vraiment fondé sur la confiance, sur l'écoute. Alors empathie, c'est un mot qui me dérange un peu dans ce cadre-là, parce que je trouve que c'est plus l'empathie, c'est plus privé ou peut-être plus gratuit complètement pour moi, mais peut-être que je le mets trop sur un piédestal, mais on est moi, c'est dans le sens rifkinien du terme, c'est-à-dire la compréhension du point de vue de l'autre. Voilà, l'écoute de l'autre. On écoute les salariés, quel que soit leur niveau, on écoute l'encadrement, mais chacun a le droit de s'exprimer et on essaie d'en tenir compte, et ça fonctionne très très bien comme ça. Et moi, j'aimerais vous écouter encore pendant des heures, mais malheureusement, l'émission touche à sa fin, et je décide de laisser le premier mot, il y aura 2 mots de la fin, le premier mot de la fin à Niels. Moi, le mot de la fin, c'est il faut que ça continue très longtemps. Bon, le deuxième mot de la fin, pareil. Véronique. Moi aussi, je suis ravie qu'on co-anime cette émission avec Rifkin ensemble et Mathieu bientôt. Et puis, on continue les émissions du Forum Changer d'air, le partenariat avec Cube. Et ça, vraiment, il faut qu'on poursuive parce que là, on a insufflé une telle énergie avec ce forum qu'on continue et pour longtemps, j'espère. Et le tout dernier mot de la fin, c'est le mien. Désolé les filles. C'est le mot de la fin pour vous remercier à nouveau de votre fidélité, pour remercier nos invités ce soir, pour vous remercier, madame, mademoiselle, d'être venus parmi nous, ou mesdames, ou mesdemoiselles, on ne sait plus ce qu'on doit dire. Véronique, on doit dire quoi à notre époque ? Ouais, toi c'est madame, d'accord. Merci à tous. On continue de se retrouver, évidemment, de se suivre sur les internets, sur tous les supports possibles et imaginables. Véronique parlait de Dominique Dupagne. Vous pouvez retrouver notamment l'interview de Dominique Dupagne sur le site forumchangerdair.fr. Vous retrouverez tout ce dont on a parlé, toutes les chroniques du First également, les petites chroniques à la fin, là, les petites 45 secondes que chaque personne autour de la table devait aborder, chaque coup de cœur. Vous le retrouverez sur le site rendez-vous-du-futur.com dès très vite. Merci à tous, merci aux talents conjugués du Cube, de la JD Carré, de Triple C, de Un Air de Chat et de vous tous. Merci, à bientôt, à tout de suite.